Et on a surtout une singularité au PMU, c'est qu'on a une maturité sur l'omnicanalité qui est assez forte. La manière d'adresser l'omnicanalité, elle est déterminante et c'est ce qui fait un peu que ensuite la vie du produit va plutôt bien se dérouler. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, merci d'être là. Timothée, Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous représentez du coup le PMU et vous allez nous expliquer tout ça. Je vous propose déjà pour démarrer de vous présenter. Merci pour l'invitation. Je suis Timothée, je suis Head of Product Design au PMU. Donc mon rôle, c'est de leader l'équipe de designers qui conçoit et améliore les produits. Donc on en a pas mal. Sites, applications, des bornes, des terminaux, des écrans d'information. Notre mission, c'est d'améliorer l'expérience de nos jeux. Donc en fait, c'est aussi lié un peu à la direction stratégique qui est passer du pari au jeu. Donc d'être moins transactionnel et d'être un peu plus ludique. Voilà. C'est une équipe d'une dizaine de designers et c'est un métier passionnant. Bonjour, merci pour l'invite aussi. Je suis Chief Product Officer, je suis responsable des PO et des PM du PMU. Donc on travaille main dans la main avec Timothée sur tous les sujets dont il a parlé. On est organisé en produits au PMU, donc chaque product manager responsable de son produit qui fait évoluer en fonction de la stratégie de l'entreprise. Chouette. Du coup, globalement, pour replacer un petit peu le PMU, bon, c'est évidemment une entreprise très connue, je pense, de la plupart des Français. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les activités numériques du PMU et peut-être comment vous êtes organisé à grande maille, bien évidemment, mais c'est vraiment pour que notre auditoire puisse comprendre un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, au-delà, évidemment, des jeux en bar tabac qu'on peut connaître. Ouais, le PMU, c'est 10 milliards d'enjeux. Il faut retenir, pour être rond, un peu moins. C'est des paris hippiques, sportifs et du poker. On est en online et en offline, donc on est très présent sur les hippodromes et sur les points de vente. Quand on pense au PMU, on pense aux points de vente où on a le monopole, voilà. Mais en vrai, on est présent un peu plus de façon plus large et on a surtout une singularité au PMU, c'est qu'on a une maturité sur l'omnicanalité qui est assez forte. On propose du pari tous azimuts. On peut faire du pari en borne, en point de vente ou en hippodrome, auprès de caisses, mais aussi via des PDA. On peut faire du pari en SMS, on peut faire du pari aussi par téléphone, et évidemment sur tout l'écosystème digital un peu plus classique via les applications. Donc sport, hippique, poker. Voilà. Donc par rapport à ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a des projets et des sujets passionnants avec des problématiques UX, design qui sont toutes particulières. Effectivement, l'omnicanalité, du coup, c'est un sujet qui est à la fois compliqué et, comme dit Maxime, passionnant parce que très vite, quand on touche un produit, on en touche un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et donc, en gros, la manière d'adresser l'omnicanalité, elle est déterminante et c'est ce qui fait un peu que ensuite la vie du produit va plutôt bien se dérouler ou quand on bosse sur une feature en particulier, c'est d'être capable d'amener tout de suite de la rigueur design, des user journées, des user flow, des blueprints quand c'est nécessaire et se dire, bah, en fait, on comprend bien ce à quoi on va toucher. Ça touche pas qu'un seul produit. Et donc, si on prend l'exemple d'un client point de vente, en fait, il parie à la borne mais il peut aussi s'adresser directement au partenaire qui est derrière la caisse et qui peut prendre son pari. Il s'informe avec l'application. Donc tout ça doit vivre ensemble. Il y a un écran d'information potentiellement. Il y a de la publicité dans le point de vente. Donc tout ça en fait doit être amené à cohabiter pour qu'en fait pour l'utilisateur à la fin il n'ait pas conscience de toutes nos problématiques et que globalement il puisse s'informer, préparer son pari, parier et payer simplement quoi.
Et après, peut-être pour compléter aussi ce que dit Maxime, d'un point de vue organisationnel, du coup, le produit et le design ne sont pas dans la même équipe, donc on n'a pas le lien hiérarchique direct. Il y a 4 ans post-Covid, on a eu une espèce de réorganisation pour accélérer sur le digital avec la naissance du département produit qui a pris la suite du département de toutes les équipes projets qui étaient un peu disséminées. Et côté design, la naissance de la direction expérience et design, donc l'apparition des designers au PMU. Et donc c'est pour moi peut-être le sujet le plus passionnant, c'est qu'effectivement le PMU va avoir 100 ans en 2030 et le design 4-5 ans. Et en fait, le rattrapage culturel qu'il faut pour expliquer ce que doit apporter et ce que doit faire un designer dans une entreprise comme le PMU, au début, c'était pas facile, vraiment pas. On a une espèce de curiosité autour de notre métier, puis progressivement, ça s'est professionnalisé et bien positionné le design, effectivement, avec Maxime. Et du coup, on a une très forte envie de bosser ensemble parce que du coup, vu qu'on n'est pas liés hiérarchiquement, c'est à nous aussi de créer les conditions pour qu'on puisse bosser ensemble. Et on s'éclate beaucoup, quoi. Parce que du coup, il y a aussi peut-être moins ce rapport hiérarchique. On va à l'essentiel. On se partage ce qu'on voit de bien chacun sur notre équipe. Et c'est une belle collab, quoi. Ouais. Et justement, moi, c'était une de mes questions, notamment avec cette logique d'omnicanalité expérientielle. Est-ce que vous avez les mêmes scopes? Parce que c'est une question qu'on pourrait se poser en termes de produits ou d'expériences que vous traitez. Et est-ce que vous traitez tout de bout en bout, c'est pour avoir une logique utilisateur / même client, d'un point de vue business, ou c'est plus compliqué parce que le numérique, il démarre quelque part, il s'arrête aussi quelque part, vis-à-vis peut-être des pratiques ancestrales ou du métier ancestral du PMU. Le scope du produit est très large, on adresse toute l'entreprise comme ça. Pour le framework, on est en safe, donc agilité à l'échelle depuis 2020, donc on a 21 itérations, donc pour montrer qu'il y a un niveau de maturité quand même assez élevé, même si le département produit et le design sont plus récents. Donc 3 ans pour le département produit à peu près, un tout petit peu plus, et un peu plus pour le design, voilà. Mais on est hyper jeune dans l'entreprise et par rapport à la culture d'entreprise. On essaye d'être pragmatique par rapport à ça. On adresse les problématiques à peu près de façon équivalente, que ce soit sur des problématiques digitales avec du B2C, ou des problématiques même SI. On se pose la question quand même de savoir si on a besoin de designers, et on s'est rendu compte en se posant cette question que la réponse est souvent oui. Et ça nous apporte quelque chose en plus, ça dérisque aussi avec nos collaborateurs, et ça, en réalité, ça nous apporte des gains en productivité parce qu'on travaille mieux l'amont pour mieux adresser l'aval, ce qui est classique en réalité. Et après, peut-être purement factuel, il y a moins de designers que de product people, mais globalement, l'équilibre, effectivement, on positionne quasiment un designer sur chaque produit où il y a un front à la fois pour le partenaire ou pour le client, quoi. Ok, très très clair et intéressant. Du coup, fort de ces 3 ans à peu près, alors faudrait peut-être dater tout ça, mais c'est assez récent, comme vous le disiez, dans l'histoire du PMU. Est-ce que vous avez, quelle est l'histoire un petit peu? Est-ce que vous avez embarqué des premiers produits et petit à petit vous avez élargi le scope? Est-ce que il y a eu un shift vers le mode produit et tout de suite l'entreprise a investi et structuré une grosse organisation? Juste pour comprendre un petit peu l'histoire de cette organisation produit et design du PMU. Et aujourd'hui, tu l'évoquais Maxime, un certain historique sur Safe. Qu'est-ce que vous avez accompli peut-être en termes de milestone dans la pratique du product management, et où est-ce que vous allez demain et vous avez envie d'aller demain? C'est assez vaste comme question. Déjà, en termes de comment ça s'est construit. Alors moi, je suis arrivé au moment où c'était déjà construit, donc j'ai pas connu la construction du département produit, mais ça s'est construit plutôt assez rapidement, un peu Big Bang, j'ai envie de dire, ou en tout cas en quelques étapes, en grosses étapes. Et ça a été assez efficace, mais il y a le travers de on est passé du mode projet au mode produit. Donc il a fallu qu'on s'adapte par rapport à ça, et on a encore besoin de s'adapter. C'est 2 nouveaux mots qui sont apparus dans le vocabulaire, si on caricature, Covid, on revient tous au bureau, et puis en fait, produit, design, ok. Et donc, globalement, ça a été aussi bien incarné par à l'époque,
le CPO et le directeur de l'expérience et du design. Et en fait, c'est surtout dans l'incarnation, le quotidien, que ça s'est fait. En fait, il faut du temps, il n'y a pas de mystère. On n'a pas, du jour au lendemain, on n'est pas tous devenus experts de la discovery. Ça s'est pas fait comme ça. Et en fait, si on regarde ces 4 ans, en fait, effectivement, il y a des moments un peu charnières où le mot discovery est apparu, le moment où on a commencé à le pratiquer, la manière aussi dont on est capable de réfléchir à 3 et de se dire, en fait, il y a un espèce d'équilibre. Pour avoir un produit fort, il faut un design fort, un produit qui soit aussi investi, une tech qui comprend les problématiques et qu'on est capable aussi de challenger. Donc, globalement, il y a eu, je pense, ça se fait de manière aussi équilibrée. En vrai, aujourd'hui, quand on regarde, c'était peut-être le chapitre le plus passionnant de voir cette évolution. Il y a des moments un peu forts, effectivement. Moi, je me souviens toujours quand on s'est dit avec Maxime, on commençait à utiliser le mot discovery comme un élément de langage pour nous. Au début, toujours ces petits rectus. Oula, ça c'est un nouveau mot. Qu'est-ce qu'on se dit derrière? Est-ce que c'est des choses en plus? Est-ce que ça va rallonger les temps de conception sur les produits? Et donc, ces petits shifts culturels toujours sympas quand on les regarde maintenant et que ça a eu lieu il y a quelques mois ou quelques années, mais c'était passionnant, quoi. Personnellement, en tant que head of, c'est ce que je regarde. Et puis même, les équipes se sont agrandies. En tout cas, si je réponds côté design, on a commencé, il y avait 2 designers. Aujourd'hui, ils sont une dizaine. Et donc, la confiance aussi, parce que du coup, c'est des budgets derrière qui sont alloués supplémentaires. OK, vous avez de l'impact et chaque année, l'équipe grossit. Donc, c'est aussi le marqueur que l'entreprise comprend mieux les problématiques, qu'on est prêt à y investir plus de temps. Et donc, c'est aussi cette évolution naturelle qui marque que le design, le produit sont mieux compris. Ils font partie un peu des éléments stratégiques pour développer l'entreprise, apporter des solutions. Voilà. Donc c'est. On a commencé naturellement par le delivery, ce qui est logique, et ça a été impulsé par l'IT. Donc l'agilité à l'échelle, le safe, etc., les itérations, les gros sujets qu'on a voulu embarquer, la gestion des interdépendances, et naturellement, c'est l'histoire de toutes les organisations. Pour moi, c'est le shift left, comme on dit. Voilà, c'est d'abord on se focalise sur le delivery, on s'assure que ça livre bien, et après on sécurise les étapes amont. Et nous, on a eu la chance de pouvoir sécuriser et raconter l'histoire ce que c'était le discovery au PMU. Et on a construit le discovery au sein du PMU, on l'a standardisé, on l'a uniformisé. Et c'était hyper intéressant d'ailleurs. On l'a fait ensemble et on a appris ensemble. C'était passionnant. Effectivement, ouais, la culture du PMU, c'est le delivery. Donc, il y a une pyramide du design avec les besoins. Et donc, effectivement, au PMU, c'est est-ce que ça marche? Et est-ce que ça marche quand l'utilisateur en a besoin? Donc, historiquement, on s'est toujours un peu contenté de ça. Et là, effectivement, de se dire, est-ce que ça, quand il utilise, c'est simple d'utilisation? Oula, c'est une question en plus déjà. Et en fait, il y a encore le niveau au-dessus, c'est en fait, il prend du plaisir à utiliser nos produits. Et donc ça, progressivement aussi, cette pyramide, on a déplacé le curseur. Chaque produit n'avait pas la même qualité d'expérience, la même maturité. Donc, faut aussi s'assurer que globalement, on avance aussi un peu groupé, quoi. Il n'y a pas un produit qui est trop en avance par rapport aux autres parce qu'il vit dans le même écosystème avec le même client. Et donc, si on a une super app, mais en fait, la borne n'est pas au niveau, oui, en fait, c'est pas la même expérience. Et le client est très légitimement, des fois, on le voit quand on parle aux utilisateurs, il comprend. Ça lui pose des questions. C'est le même endroit, c'est la même marque. Pourquoi c'est pas la même chose? Et il a des années-lumière de se douter comment on conçoit un produit. Et en fait, il veut juste être un utilisateur satisfait, quoi. Et d'ailleurs, vous disiez que vous aviez pas le même volume de people dans vos équipes respectives. Comment vous arrivez à organiser tout ça? Et aussi, moi, je le vois comme un challenge des organisations un peu plus matures comme la vôtre sur le produit. Ça arrivait après à opérer à l'échelle. On en parlait sur le delivery, il y a Safe, il y a moins de framework sur le mode produit global à l'échelle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une problématique? Est-ce qu'aujourd'hui, t'évoquais aussi Timothée la capacité à avoir une expérience en couture ou des produits à peu près au même niveau? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'avoir des produits qui soient plus en avance ou pas, et comment vous arrivez à gérer ça? Parce que ça, j'imagine que c'est peut-être pas une difficulté, mais un challenge, non, pour vous? Je pense qu'il faut être conscient de la situation. Et effectivement, chaque produit, il y a des produits qui ont 10 ans, des produits qui ont 5 ans, des produits sur lesquels on est en train d'imaginer le futur. Effectivement, le PMU a 100 ans, donc il y a forcément du legacy.
Et à partir de là, c'est une donnée à prendre en compte. C'est aussi des cycles de conception. Il y a un moment, on a beaucoup travaillé sur l'expérience en point de vente. On travaille beaucoup sur le digital en ce moment. Et donc, effectivement, il y a moins de designers que de PM et de PO. Donc, globalement, il faut pas que l'écart se fasse trop ressentir non plus, quoi. Donc, on trouve toujours des moyens. Et côté design, ça a été de développer un maximum de polyvalence. C'est-à-dire que un designer, on est en organisation un peu hybride. Il est rattaché à un produit, donc il fait sa vie avec son trio produit dev. Ouais. Ouais. Mais d'un autre côté, il est aussi responsable de développer la culture design. Quand je dis responsable, c'est qu'il porte une brique de cette culture-là parce qu'il est designer. Donc, sur les sujets de design system, de design ops, d'organisation, de test utilisateur, ils ont tous un peu un rôle d'ambassadeur, quoi. Donc, souvent, ce qu'on fait, ce qui était sur des patterns, et puis même, c'est du temps dédié. C'est-à-dire que souvent, la journée du vendredi, c'est 4 jours et demi sur le produit ou 4 jours. Et cette journée du vendredi, on l'utilise pour s'assurer qu'on a tous les templates de prêt, que globalement, sur les sujets de design system, on est nickel chrome et qu'il n'y a aucun souci et que globalement, ça nous permet de délivrer plus facilement les 4 autres jours. Donc, on est un peu moins, mais c'est ce qui fait aussi que globalement, on peut monter, mais au-delà de ça, tu peux te dire, j'améliore tout ce qui gravite autour de mon quotidien. On pourrait rajouter 5 designers, mais en fait, on peut aussi se concentrer sur avoir la meilleure manière de fonctionner avec les devs, le meilleur modus operandi de delivery. Donc, on fait attention à tout ça. Et puis, avec Maxime, effectivement, on est aussi attentif à nos niveaux de charge respectifs, quoi. On se pose la question, est-ce que c'est trop pour lui? Est-ce que c'est possible dans ce timing-là? Donc, faut aussi être conscient qu'effectivement, on a aussi le rôle de prioriser, quoi, et de dire non, de dire stop, et de se dire qu'il faut nous-mêmes aussi être patient dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. On peut pas tout faire d'un coup. Oui, et on a grandi à côté produit, à côté du design, et tu parles des moments où tu peux avoir du temps pour le design en tant que tel et sécuriser de la qualité, hein, j'ai envie de dire, et du bien-être aussi. Et nous, on s'est hyper inspiré de ça au côté produit, pour essayer de développer aussi notre approche du discovery, parce que c'est classique, hein, encore une fois, hein, on se focalise sur le delivery et on monte sur le discovery. Et évidemment, le discovery, dans beaucoup d'organisations, c'est plus le terrain de jeu du design. Et on s'est dit que c'est pas ce qu'on voulait, hein, forcément. On voulait qu'on soit à 2, même à 3 avec la tech, hein, et c'est un enjeu permanent. On se dit, c'est du discovery continu. Donc tu parlais du framework aussi, qui est itératif, etc. En fait, c'est simple, hein. Safe, on pense au PA planning, on prend une photo tous les 3 mois et on se dit, ok, comment on fait qu'est-ce qu'on va délivrer dans les 3 prochains mois? Nous, on essaye de se dire, Safe, c'est qu'une photo. Enfin, le PI planning, c'est qu'une photo. On doit faire du discovery en continu sur nos produits et faire en sorte qu'on est toujours en train de mettre de l'essence dans la machine, de prendre le temps pour faire nos étapes de discovery et de les faire dans le bon ordre. Donc, explorer, prioriser, étudier les opportunités, tout ça, c'est quelque chose qui est fondamental sur chaque produit. Et monter en maturité, faire comprendre au métier, au codir, que c'est comme ça qu'il faut développer cette approche. Donc, tu parlais de priorisation, c'est un point essentiel, hein, et donc travailler énormément autour de la priorisation et aller chercher les sujets en fonction de notre capacité. Ce qui est un challenge aujourd'hui, hein. On est naturellement, et avec le safe, en push de beaucoup de sujets. Là, nous, on essaye d'avoir une posture où, non, c'est nous qui sommes prêts, qui allons tirer les sujets. C'est facile à dire, et en réalité, concrètement, c'est difficile à amener. Ouais, bien sûr, et globalement, là-dessus, à quel point vous êtes interventionniste, au pluriel, hein, parce que y a toujours la vision de l'utilisateur, la vision du métier, le business qui vient driver aussi la prise de décision, et les contraintes / le legacy, les contraintes tech ou des sujets parfois urgents de tech. Là-dessus, voilà comment vous fonctionnez. Est-ce que c'est
par la collaboration tout simplement, et il n'y a pas de baguette magique, ou justement vous essayez d'avoir un mode opératoire particulier sur ces aspects-là? Au PMU, on est, en tout cas, il y a une logique très interventionniste du CODIR et du top management et des business owners. Ils sont dans une optique de solution. Donc, ils ont des idées en tête assez précises et ils les poussent pour faire évoluer les produits comme ils imaginent. Nous, évidemment, on essaye d'intervenir par rapport à ça et de les amener à un cadre peut-être un peu plus, les faire prendre un peu plus de recul et qu'on fasse en sorte que les designers et les product managers puissent intervenir un peu plus en amont sur la solution et donc travailler le besoin, les opportunités. C'est ça le discovery, c'est un peu déconstruire pour reconstruire et dérisquer un peu mieux. Donc, on est typiquement dans la problématique classique d'une entreprise qui est focalisée sur le delivery et qui est dans le piège du safe, où le top management dit on va faire ça, 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 et la roadmap c'est ça de l'entreprise. Et nous, on est dans une posture, on essaye en tout cas de dire, en fait, ok, très bien, c'est quoi la stratégie? Quels sont les impacts que vous voulez avoir et où on va par rapport à ça. Et donc, c'est en permanence une discussion, c'est une collaboration. Nous, on essaye en permanence de dire, voilà, on veut travailler ensemble, mais comment on collabore ensemble? Nous, on a appris à collaborer, maintenant collaborons globalement avec toute l'entreprise. Et essayons de cranter étape par étape là où on veut avoir de l'impact. Voilà. Et après, peut-être à notre niveau, du coup, effectivement, on essaye de réduire le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire que même nous, on ne doit pas être des intermédiaires supplémentaires dans la valorisation de ce qui est fait. Il y a une phase qui est importante, qui est celle de cadrage, c'est-à-dire les équipes, il y a un nouveau sujet qui pop, ok, comment on veut le bosser? Et donc c'est dès ce moment-là que l'équipe doit, en tout cas les personnes qui vont être mobilisées dessus, définir le cadre dans lequel elles veulent bosser, et finalement de les exposer très tôt à la réalité aussi, parfois, comme dit Maxime, un peu politique. C'est-à-dire que personnellement, j'aime bien que les designers aillent directement voir les BO pour comprendre ce qui est attendu et pour pitcher les maquettes, en fait. Parce que c'est là aussi qu'on voit la réalité il peut passer 2 semaines à faire un travail de conception millimétré, d'arriver devant la personne qui doit décider et puis d'être incapable de présenter son travail ou de pas comprendre pourquoi on a fait ça. Et donc, finalement, notre niveau, c'est d'être des facilitateurs, de s'assurer qu'il y a les bonnes synergies et puis après de laisser rouler. Et donc, d'être le plus à distance pour que, en fait, finalement, si le sujet est bien compris, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bien délivré. Donc, c'est aussi une marque de confiance envers nos équipes et de s'assurer que elles comprennent bien toute la chaîne de valeur sur lesquelles elles vont intervenir, quoi. Il y a une notion de confiance qui est hyper importante. Pour moi, c'est la clé de communication pour montrer qu'on a bien compris, qu'on va dans la bonne direction et que vous pouvez nous faire confiance. Voilà. Et voilà, après, leur faire comprendre que le framework, il y en a plusieurs, il y a des best practices, il y a des bonnes pratiques à adopter, et on les adopte, et on est à l'état de l'art, et on peut progresser aussi. Et ça, de façon collaborative. Donc c'est facile à dire, encore une fois, à réaliser, c'est plus difficile. Il y a un enjeu de portfolio management aussi. On a toujours beaucoup d'ambition par rapport à l'ensemble de nos produits, mais des moyens qui restent limités. Et on essaye de faire en sorte qu'il y a une priorisation qui se fasse, qui est rationalisée, pour emmener toute la machine. Donc, qui dit priorisation, dit aller chercher de la valeur business, qui dit aller faire des revues de performance. Donc, voilà, on essaye par l'amont, de mettre en place toute la machine qui rend l'ensemble cohérent et qui, voilà. Ok, très clair. Est-ce que du coup, là, on a beaucoup parlé de la manière de l'opérer, de l'organisation, etc. Et je trouve ça super intéressant. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Mais pour rentrer dans le concret, est-ce que vous avez un exemple, une illustration peut-être d'un produit ou d'une gamme de produits, si on parlait de product portfolio, qui, sur lesquels vous avez envie de témoigner, qui peut peut-être justement illustrer un peu tout ça et tout ce qu'on vient de dire, à la fois en termes de discovery, de delivery?
On a un produit un peu iconique chez nous qui est la borne. Donc le PMU, c'est effectivement du point de vente et du digital. On fait environ 80% de notre chiffre d'affaires en point de vente. Quand on rentre dans un point de vente, on peut parier via l'application, au terminal ou à la borne. La borne représente plus de la moitié de ce chiffre d'affaires-là. Donc on se parle de quelque chose qui représente plusieurs milliards d'euros. Voilà, donc là, le cadre est posé. Ça, c'est pour le business. Sur l'utilisateur, c'est un objet qu'il connaît depuis 15 ans, je dirais à peu près. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs générations de bornes qui se sont succédées, mais l'UX et la forme de l'objet n'ont pas beaucoup évolué. Et donc, on se dit là, en fait, nouveau cycle en 2020, on va manquer de bornes, et donc il va falloir produire la nouvelle génération de bornes. Mais donc c'est un énorme défi industriel. Nouvel objet, donc nouvel hardware, et nouveau software, nouvelle UX. Et donc là, on est parti dans un cycle de conception qui est toujours en cours aujourd'hui. Et globalement, en fait, ça reste pour moi l'expérience la plus marquante sur laquelle on a pu bosser parce qu'elle a en même temps aussi transformé l'entreprise. Donc produire plus de 12 000 bornes pour tout le territoire français et s'assurer que les clients, en fait, ils comprennent ce changement. Et globalement, la première fois qu'on les a vus, c'est pourquoi vous voulez changer la borne, en fait. Donc, il y avait aucune... Oui. Depuis 15 ans, en fait, c'est devenu un objet du quotidien quasi intime pour eux. Donc, ils voyaient aucune raison de le changer. Malgré que l'objet soit marqué par le temps, qu'on ait un design des années 2000, en fait, pour eux, c'est un objet du quotidien. Ils s'y sont faits, ils tapent dessus comme si c'était un piano. Et donc, nous, on se dit, on arrive, on va tout changer. La forme, l'UX, l'écran va être 2 fois plus grand. Et en fait, globalement... ce qui a été déterminant, c'est déjà la connexion avec les utilisateurs, c'est-à-dire du premier jour jusqu'à aujourd'hui où on est en train de déployer quasiment 300 bornes par mois. Et en fait, ils ont toujours été là. Donc, on a dû tester des dizaines et des dizaines de fois à la fois la forme de la borne, l'UX, l'inclinaison de l'écran, les parcours. C'est pas quelque chose de compliqué, une borne. C'est des petits parcours en termes de temps. C'est très transactionnel, mais pour le client, il a telles habitudes et il y a un tel volume qu'en fait, il faut s'assurer que tous ces parcours-là et cet écran qui est beaucoup plus grand, plus confortable aussi pour lui, il en comprenne la valeur, donc d'apporter des choses qu'il retrouvait pas du tout sur l'ancienne borne. Et puis après, d'un point de vue peut-être plus méthodologique, effectivement, c'est pour moi par ce produit que le Discovery est arrivé au PMU, c'est-à-dire que il y a eu 2-3 moments un peu cruciaux sur la homepage, sur le tunnel de paiement où il a fallu se dire on est sûr de ce qu'on fait là, on est vraiment sûr. Et donc globalement, la Discovery, dans ces moments-là, elle a répondu présente. En tout cas, ce qui prenait la forme d'une Discovery, on l'appelait pas comme telle encore à l'époque. Et puis, c'était pas quelque chose de commun. En fait, c'est ce qui a permis de rassurer à la fois ceux qui fabriquaient, parce qu'on est passé par une méthodologie où on s'est blindé, on s'est dit en fait, on peut pas se louper là, on n'a pas le droit. Donc, faut qu'on ait les meilleures pratiques en UX. Faut qu'on ait la meilleure compréhension business, faut qu'on ait les utilisateurs avec nous. Et globalement, c'est un cycle, on a répété des dizaines et des dizaines de fois jusqu'au déploiement où aujourd'hui, en fait, on se retrouve à affiner plutôt vraiment des petits détails, des micro-animations pour guider le regard. Et en fait, les clients sont contents. Et donc, ils s'approchent de la borne la première fois, ils se disent qu'est-ce que c'est. La deuxième fois, ils ont les mains dessus. La troisième fois, ils jouent. Et en fait, globalement, on se rend compte que 10 jours après, il n'y a pas de problème de perte de chiffre d'affaires, les clients sont hyper satisfaits, les partenaires sont plus satisfaits. Collectivement, il y a le goût du travail accompli et puis les équipes, c'est un projet qui a duré 4 ans, donc il y a eu beaucoup de turnover. Il y a toujours eu des stars à chaque poste, que ce soit au produit, au design ou à la tech. Et du coup, c'est ce qui a fait que ces apports de l'extérieur, que ce soit notamment des prestataires ou des boîtes qui nous ont accompagnés, on a toujours construit une culture de plus en plus forte et puis à la fin elle était tellement forte que ça a rejailli sur les autres produits en fait parce qu'on disait vous voyez ce qui se passe sur les bornes et tout, il y a un côté pas hyper excitant mais pour les équipes il y a une énergie quoi et puis on le voit dans les équipes, les devs, la proximité entre les devs, le design, le produit, il y a une espèce d'alchimie où on se dit là c'est un peu féerique ce qui se passe, c'est le produit le plus stratégique pour l'entreprise et en fait ça se déroule à merveille. Il y a eu beaucoup de fluidité, on a eu beaucoup de chance peut-être, mais on s'est tellement concentré sur ce sujet, ce projet, cette borne qu'on a délivré hyper bien. On a été hyper rigoureux sur la méthode et on s'est dit il faut absolument la déployer partout. Et c'est venu naturellement. Moi, ce que tu disais, les design sprints. Les sprint design comme on dit, j'ai trouvé que c'était formidable parce que moi je suis arrivé en plein milieu
les tests utilisateurs aussi. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises pour valider un parti pris qui fait autant de tests utilisateurs qu'on a fait au PMU, parce que justement c'était iconique et les parcours, fallait pas se planter. Donc on avait une forme de pression par le business, et en réalité ça s'est hyper bien passé. Et on s'est dit aussi que on a eu des bons réflexes. On s'était dit que le terrain allait valider et nous faire itérer. Et on n'a pas paniqué par rapport à ça. On a testé en continu la borne et on a itéré en fonction des retours terrain, en plus des tests utilisateurs, ce qui fait qu'on a réussi à vraiment dérisquer énormément. Et là, au niveau du business, on avait provisionné des pertes par rapport aux changements que ça allait apporter à des personas qui sont quand même hyper singuliers. Enfin, on a des personnes qui ont plus de 80 ans, qui utilisent une borne qui leur appartient, c'est leur outil, leur bébé. Et voilà, nous, on a dû faire face à ce type de challenge. Donc, c'était hyper intéressant. Et justement, ce sera une de mes questions, c'est comment on arrive à gérer la transition sur un produit aussi iconique pour une population qui, du coup, naturellement, va être dans la résistance au changement, parce que c'est des habitudes de vie. Et peut-être par rebond, je sais pas si ça va te permettre de prendre un peu de hauteur, mais vous aviez évoqué ça, le passage du pari au jeu. J'ai gardé cette phrase, c'est intéressant. Peut-être que du coup vous l'avez intégré aussi dans ce mode de pratique, vous l'expliquez. Dans le confort qu'on voulait donner aux clients, parier et jouer, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand je joue, je passe un bon moment. Quand je parie, je paye, c'est plus transactionnel. Donc effectivement, chaque étape, déjà la forme de l'objet, aujourd'hui ça a une forme un peu attachante, plus ronde, un écran 2 fois plus grand. Donc le client tout de suite il est plongé dans quelque chose de différent. Il y a un point qui est important, c'est que tout le monde s'est laissé du temps. La direction a compris que c'était un changement colossal qu'elle avait jamais opéré, donc il y a eu un temps de conception qui a été fait. Quand on s'est rendu compte qu'effectivement les bornes d'ancienne génération, elles commençaient à devenir rares, en fait c'était aussi un peu ça qui guidait le time to market sur lequel il fallait se livrer et du coup assurer une continuité. Et elle a aussi provisionné, donc ça c'est aussi avec la direction des réseaux commerciaux qui pilotent toute cette activité-là. Nous on est au service de cette direction-là. C'est de se dire on va se laisser le temps de tester à petite échelle, donc 10 bornes, 10 points de vente, 50 bornes, 50 points de vente, 100 bornes, 100 points de vente. Et donc c'est des caps aussi qui ont donné beaucoup de confiance, parce qu'effectivement à 10 bornes on repère des choses qui sont quasiment suffisantes déjà pour identifier s'il y a des gros irritants UX de parcours, des bugs techniques, et de commencer à corriger. Et c'est ce qui a été le cas. À 50 bornes, déjà il restait plus que 20% de déchets, et à 100 bornes on était à 3% de déchets, donc c'était plus du bug technique, il n'y avait pas de dinguerie UX qui aurait pu faire dérailler le produit et donc en fait mettre à mal le lancement et donc l'adoption, parce que effectivement les clients ils s'approchent, ils donnent leur confiance une fois, pas plusieurs fois. Donc si l'objet ne leur plaît pas, si elle a un problème de paiement, la confiance elle est rapidement rompue. Je veux plus jouer à cette borne là parce que j'ai pas pu récupérer mon ticket ou il s'est passé quelque chose de mal. À l'inverse, y en a un qui a gagné une grosse somme, où ça s'est super bien passé, ça se retranscrit tout de suite dans la manière dont il parle de l'objet. Donc il affecte vis-à-vis des bornes, c'est grâce à elle ou à cause d'elle qu'on perd, et c'est de sa faute. Et si on bloque sur quelque chose, on a des personnes qui disent que c'est top évidemment, et globalement c'est très positif, mais on a encore des gens qui sont focalisés sur un événement qui s'est passé et qui dit non c'est nul parce que j'ai eu ça comme accident avec elle, et donc je veux plus en entendre parler. Et voilà, pour y revenir il faut du temps, et on a eu de la chance parce on l'a bien amené, et on a eu globalement une adoption surprenante. En réalité ça s'est fait même naturellement. On a mis un dispositif d'accompagnement évidemment sur les premiers pilotes et quand on a commencé à faire le déploiement à l'échelle. Mais on s'est rendu compte que c'était assez naturel. Et c'est ce qu'on cherchait, c'était une appropriation naturelle. On pouvait artificiellement au début effectivement apporter des choses, mais dans l'usage, on a aussi été attentif à regarder si on s'implémentait dans un point de vente et les gens, parce qu'ils n'étaient pas contents, allaient au point de vente d'à côté. Donc on a regardé s'il y avait des reports aussi, pour éviter que géographiquement en fait ils se détournent et que on déplace juste le problème, quoi. On a eu, c'était drôle parce qu'il y a un effet de un peu pas de panique.
Naturellement, on est averse au changement. On voit une borne qui arrive. J'ai mon voisin qui a celle que j'utilise depuis 15 ans. Bah, je vais chez le voisin. Et là, il y a une forme de voilà, bon, qu'est-ce qui va se passer? On s'est dit, pas de panique. On va essayer de créer des effets un peu monopolistiques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas voilà, que les clients se déversent pas, les parieurs se déversent pas d'un endroit à un autre. Et ça a fonctionné. Et on est resté zen, on a déroulé, on a regardé les datas et ça a tourné. Donc c'est la bonne surprise, c'est qu'on est resté assez zen quand ça s'est fait. Et on s'est dit collectivement, surtout pas de panique, même si on provisionne les pertes, etc. Aller sur les coups de tournevis avant, on s'était vraiment dit surtout attendons le terrain pour itérer. Commençons pas à paniquer en refaisant des tests utilisateurs sur quelqu'un qui nous a dit que voilà, il faut délivrer maintenant, il faut sortir, il faut itérer. Et dans le pilotage, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, toutes les réunions un peu stratégiques, on présentait des chiffres business, des verbatim clients, des retours partenaires. Donc en fait, il y avait un pilotage unifié. On était capable de prendre la température un peu de manière complète. On avait aussi le pourcentage de scope par rapport à la version actuelle. Donc en fait, quand on l'a lancé, la toute première était à 70%. Donc on était conscient que ce qui allait faire pas mal de retours clients, c'était les 30% manquants. Et puis à 20%, à 10%, tout ça a disparu. Mais dans le pilotage, tout s'est fait de manière unifiée. C'était pas le design qui avait son momentum, mais ensuite le business. Ça s'est fait dans une espèce de confiance. Et tous ces moments où globalement on a parlé aux utilisateurs, les chiffres ont été bons, tout le monde a après la phase un peu, on s'est dit ça va être douloureux à un moment donné. En fait, on a aussi pris confiance, on est devenu optimiste sur le fait que tout ça était en train de bien se dérouler, que test après test, pilote après pilote, en fait, ça marchait. Et c'est rare dans une entreprise qu'on soit capable de se le dire, ou en tout cas qu'il y ait autant de signaux positifs, quoi. Et donc, à un moment donné, on s'est pas tous mis à côté, on n'a pas dit ça y est, on y est, mais il y avait quand même cet optimisme, le vert qui apparaissait beaucoup dans les KPIs, et donc la suite a été positive, quoi. Et puis pour notre plaisir, et puis aussi dans le cadre de notre métier, on est beaucoup allé en point de vente pour discuter avec les clients, et c'est, je pense, en tout cas pour moi, la plus belle source de vérité, c'est de voir en fait comment les gens s'approprient l'objet, et en fait ils en ressortent contents, ravis. Et ils ont oublié en 5 minutes un objet qui a fait partie de leur quotidien pendant 15 ans, quoi. Donc mission accomplie, bravo. C'est le terrain derrière, hein. C'est aller sur le terrain. Et dans cette démarche d'omnicanalité, est-ce que le responsable du point de vente ou les gens qui sont en point de vente, parce qu'il y a de l'humain aussi, ont un rôle à jouer? Est-ce que là aussi ça a été un travail de votre part de les faire participer par quelque action que ce soit? Voilà, est-ce qu'il y a eu là-dessus aussi du travail au-delà du client final? Ça faisait partie intégrante de la démarche, évidemment. On est accompagné, enfin, le sponsor de la borne, c'est la direction commerciale. Et évidemment, on s'est appuyé énormément sur les partenaires pour pouvoir avancer, c'est eux qui sont au contact au quotidien en permanence, donc c'est avec eux qu'on a challengé nos parcours. Quand il y avait des alertes, c'est eux qui nous les remontaient. Voilà, on était au point de vente. C'est vraiment du terrain. C'est du terrain. Et il y a beaucoup d'informel aussi. C'est de la discussion, c'est de l'observation. Et après, on en tire des conclusions et on prend certains partis. On essaye de rester zen et on est patient et on itère. Et après, pour compléter ce que dit Maxime, effectivement, c'est très aléatoire dans ta question. Est-ce que le partenaire est impliqué? Des fois, ils sont surimpliqués et des fois, ils sont sous-impliqués. En fait, vous êtes là, mais faites comme si vous n'êtes pas là. Donc, ils sont pas sponsors, ils sont pas aidants. Pour eux, c'est un objet qui leur rapporte de l'argent dans leur métier où ils doivent gérer plusieurs choses, peut-être opérer le tabac, un bar, d'autres activités. Et donc, c'est aussi ça, la particularité du PMU, c'est un objet qui va dans 13 000 endroits différents, dans lequel nous, on n'est pas propriétaire. Donc, forcément, il faut aussi s'assurer que dans nos personas et dans les scénarios de déploiement, il y a des endroits où on va être chouchouté, les clients vont accueillir ça. Il y a des endroits où ça va être de l'indifférence. Et donc, il faut aussi s'adapter à ça. Et effectivement, le rôle de la direction commerciale, du maillage territorial des équipes PMU,
en fait, est hyper précieux parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui nous remontent aussi des particularités. C'est-à-dire que l'adoption dans certaines régions n'est pas la même qu'en Île-de-France. Le rôle de la borne en Île-de-France n'est pas le même qu'ailleurs. Dans les dom-toms, c'est encore différent. Donc, c'est aussi, faut être conscient de ces différences un peu culturelles. On est dans le même pays, mais il y a quand même des différences culturelles d'usage auxquelles il faut s'adapter. Donc, il y a certains points de vente où la présence physique est plus recommandée. Il y en a d'autres où de la PLV aide davantage, d'autres où de la communication digitale aide davantage. Donc, il y a aussi ces scénarios où on s'adapte en fonction de là où on déploie et de l'aide du partenaire qui a beaucoup à faire aussi pour faire tourner son entreprise, quoi. Ok, top. Peut-être on arrive vers la fin de notre épisode, mais du coup, quel est le futur proche ou le futur un peu plus lointain pour vous, soit en termes de pratique, soit en termes de typologie de produit, évidemment, sans révéler de secret de chapelle, mais voilà, ou quel mouvement vous voyez dans nos métiers respectifs qui viendrait challenger, faire évoluer vos pratiques? En ce qui me concerne, et je suis sûr que c'est pareil pour Timothée, c'est la maturité de nos équipes. Hein. On veut continuer à les emmener le plus loin possible sur toutes les phases du produit, hein, de l'évolution d'un produit, donc le discovery et le delivery. Il y a beaucoup de travail encore sur le discovery et la collaboration avec tout le monde, hein, comme je l'ai dit. Il y a aussi il y a des tendances, hein, on parle d'IA pas mal. L'IA, évidemment, on s'en occupe, on en parle, on teste des choses pour les utilisateurs, pour les parieurs, mais aussi pour nous-mêmes. Et le mot d'ordre derrière, c'est les usages, c'est le bien-être. Surtout, c'est gagner du temps, être en maîtrise de son temps, hein, et savoir le cadencer. Et je pense que l'IA peut nous apporter beaucoup là-dessus, et faire gagner du temps sur des phases beaucoup moins intéressantes et qui ont peu de valeur ajoutée. Bon, classique, hyper classique ce que je dis. Moi j'aime bien le côté, en tout cas en ce qui nous concerne globalement, c'est l'humilité. La simplicité, je pense que c'est le mot d'ordre. L'agilité, c'est ça avant tout. Hein. On met de côté peut-être un peu nos convictions, on les challenge, on va parler aux autres, aux utilisateurs, même au business. On va essayer de comprendre là où on veut avoir de l'impact. On teste, on met en service, on itère. C'est aussi simple que ça. Donc tout ce qui est à côté, ça doit servir ça. Donc moi globalement, le framework safe, hein, on en parlait, mais c'est très lourd. On essaie de se libérer de ce framework pour aller chercher l'état d'esprit. C'est pour moi ce qui est le plus essentiel. Voilà. Et peut-être pour compléter ce que dit Maxime, effectivement, il y a un sujet de posture, c'est-à-dire que nos métiers évoluent tellement vite, l'IA vient tout bousculer. C'est très excitant et ça fait aussi très peur en même temps. Je veux dire, on fait peut-être des métiers qui dans 2 ans n'auront plus du tout la même forme, qui seront simplifiés sur 50% de ce qu'on peut faire, et donc faut rester vachement attentif à tout ça. Les équipes sont curieuses, et ça c'est un point positif, c'est-à-dire de tester des choses en perso, de se dire ça marche, en fait je me verrai l'utiliser dans mon quotidien, vous êtes ok, donc d'être vachement attentif à ça. Et aussi effectivement dans la posture, de se dire qu'on cultive des profils hybrides, c'est-à-dire des product designers, et du jour au lendemain, effectivement, ça peut évoluer. La discovery peut être largement remplacée par un travail d'IA, ok, en tout cas sur une partie. Comment on est capable de les faire évoluer sur une partie de la chaîne de valeur qui était peut-être moins bien adressée, sur lequel on considérait qu'il n'y avait pas forcément de valeur. Donc perso, moi c'est un truc sur lequel je suis vachement attentif, à la fois dans les personnes qu'on recrute et puis dans la posture aussi du designer, quoi, de pas l'enfermer dans un rôle et de se dire là il est parti pour faire le même métier pendant 5 ans. C'est pas vrai, parce que dans 6 mois il fera autre chose probablement, même s'il reste sur le même produit. Et donc d'être conscient qu'effectivement tout peut évoluer, que nos certitudes peuvent être bousculées rapidement, que eux le comprennent, que nous on puisse aussi le comprendre et y être attentif à ce changement-là. Et même au niveau de la direction, en fait, d'être capable de se dire que le produit peut évoluer différemment, le marché peut évoluer différemment. Là, on voit les premières features autour de l'IA qui commencent à popper. Et donc, il faut se ramener aussi à des choses assez simples. Qu'est-ce que l'utilisateur attend? Où est-ce qu'on en est dans la vie de notre produit? Ok, est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour ça? Oui, on y va. On peut pas, non. Et on fait autre chose, quoi. Donc,
cette posture-là d'écoute et d'observation, je pense qu'elle est importante pour aborder sereinement le futur. Est-ce que du coup vous avez un petit message, mot pour la fin, qui était la question promise? C'est ça, c'est humilité, curiosité, et laisser les personnes faire leur travail, c'est important. Responsabiliser les équipes, pas faire leur place. Je pense qu'on a tous les deux cette posture, et c'est ça qui est chouette, c'est de voir des personnes évoluer, progresser, monter en maturité, apprendre, et amener tout ça à l'entreprise. C'est un challenge avant tout humain, je pense, dans notre position. Effectivement, l'humain prendra de plus en plus de place. Peut-être qu'on aura moins de personnes pour faire ce qu'on faisait avant, mais les personnes qui le feront et qui seront là pour le faire seront tout aussi, voire plus importantes. Donc, de s'assurer qu'on a ces talents-là, cette résilience-là à tous les niveaux, c'est ce qui permettra au PMU probablement de durer encore peut-être 100 ans. Top. Timothée, Maxime, merci. Un grand merci pour ce témoignage. Allez jouer avec les bornes, allez tester les bornes, parce qu'on en a beaucoup parlé. PMU, et voilà, a priori, le feedback est possible. Donc, feedback is a gift. N'hésitez pas à faire du feedback. Et un grand merci. Et puis, j'imagine qu'on peut facilement vous contacter si quelqu'un, ou quelques-uns, ou quelques-unes ont des questions. On n'a pas fait encore les retours clients par LinkedIn, mais on peut essayer. Top. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce moment. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite, telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet, et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!